grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'insécurité grandissante au Mali d'une façon générale, c'est le sujet du grand dialogue de ce mardi, un sujet dont les choix s'expliquent aisément avec les attaques de bandits armés et les explosions signalées ça et là. La situation sécuritaire au Mali préoccupe plus d'un et à juste titre. Alors, pourquoi assistons à une telle recrudescence de l'insécurité au Mali? Les Maliens doivent-ils désormais s'inquiéter? Y a-t-il un lien entre ces attaques et le processus de paix en cours? Que doivent faire les services de sécurité pour faire face à une telle situation? C'est à ces questions et à bien d'autres que vont tenter de répondre nos invités. Ils sont là, nos invités, et ce sont Ousmane Corneo, il est spécialiste en sécurité du Sahel, Zebiti Akado de la société civile et Mamadou Diouara, il est sociologue et président de Sauvons le Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue. Studio Tamani. Explosion vendredi à Sirakourou-Meguetana dans la banlieue de Bamako avec un bilan d'un mort et de 4 blessés. Pas plus tard qu'hier, un agent du service des eaux et forêts abattu par des hommes armés dans la commune rurale de Jafarabé. Attaque samedi de la gendarmerie de Boni qui a fait 2 morts. Dimanche, un mort et 3 blessés graves à Gao dans des tirs d'obus. Et avant tout cela, des affrontements entre l'armée malienne et des assaillants ainsi que des attaques de bandits armés du côté de la frontière burkinabé. La liste est longue alors qu'elle n'est pas du tout exhaustive. Dites-nous alors, cette longue liste n'en dit-elle pas long sur la situation sécuritaire au Mali? Nous allons donc commencer par vous, Monsieur Ousmane Corneo, qui est spécialiste en sécurité du Sahel. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi, par rapport à cette situation, d'abord de m'incliner devant la dépouille mortelle de ceux qui ont perdu l'âme, dont parmi lesquels j'ai mon propre neveu qui a été tué à Boni. Il faut reconnaître que la situation actuelle est une situation inédite, mais c'est une situation qu'on retrouve dans le cours normal d'un conflit tel que le conflit du Mali. Vers la fin du conflit, il y a des acteurs qui se désagrègent et prennent des formes, des multiformes, des bandits armés, des terroristes, des bandits armés qui agissent parce qu'il faut reconnaître que ils n'ont plus de provision. Ils ont perdu la provision et il n'y a que par le banditisme et l'attaque des marchés qu'ils peuvent s'approvisionner en vivres pour pouvoir continuer à survivre dans leur lieu de cachette. Mais il y a aussi des terroristes, ceux qui tirent et pour lesquels on se pose la question pourquoi ils tirent? Pour créer la psychose au sein de la population, la terreur au sein de la population. Mais il faut reconnaître aussi que face à la situation actuelle, les séparatistes et ce qu'on appelle les rebelles, ils peuvent aussi être indexés. Parce qu'ils ont tout intérêt face à la situation actuelle où ils ne veulent pas signer, et créer, de montrer en fait que jusqu'à présent, ils sont capables de nuire à la situation sécuritaire. Donc il faut compter avec eux et par cela accepter ce qu'ils veulent. Donc je crois que c'est tous ces éléments qui se retrouvent aujourd'hui et qui terrorisent et que le Malien, le commun du mortel malien n'arrive plus à dormir. Mamadou Diouara, vous êtes sociologue. Quelle lecture faites-vous de la situation qui se présente aujourd'hui au Mali en matière de sécurité? Merci beaucoup. Permettez-moi à la suite d'Ousmane Corneo de présenter mes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu l'âme. D'ajouter aussi que je ne suis pas le président du mouvement Sauvons le Mali. J'en suis le secrétaire général. Le président s'appelle Amadou Baba Mariko. Alors c'est une erreur, elle est rectifiée. Merci beaucoup, c'est important. Oui. Okay. Voilà. Maintenant, pour venir au fait, premièrement, je pense que la situation actuelle nous interpelle à une prise de conscience. Quelle prise de conscience? Nous devons prendre conscience que la situation sécuritaire au Mali a atteint une nouvelle phase de son évolution. Hier, c'était l'occupation du territoire. Il y avait des groupes islamistes, mais qui étaient en position d'occupation d'un territoire. Ces groupes ont été délogés et dans leur tentative de résistance, ils sont passés à l'autre étape. Cette étape, c'est laquelle?
c'est celle par laquelle on connaît les organisations islamistes, c'est-à-dire les actions terroristes. Des actions isolées, caractérisées par la spontanéité ou bien souvent la surprise. Et ce sont des hommes qui se dissimulent dans les civils et qui viennent poser des actions. Ce n'est plus des forces organisées en face, identifiées, qui ont une puissance de feu contre laquelle on se bat. Ce sont des individus qui se dissimulent, qui viennent et qui posent des actes. La deuxième chose, je rejoins Ousmane Korneo qui parle de l'éventualité que les organisations séparatistes se meuvent encore pour prouver leur capacité de nuisance. Je le rejoins également sur un second des aspects qu'il a souligné, c'est le désengagement des organisations qui étaient là. Parce que ces organisations, dans un certain contexte, avaient les moyens de subsistance. Aujourd'hui, le contexte ayant évolué, ces moyens de subsistance n'existent plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui peuvent être amenés pour des intérêts X ou Y à poser des actes isolés pour des intérêts particuliers. Mais tout ceci, qu'est-ce que ça doit nous amener? Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, la stratégie de défense que nous avions hier ne tient plus. Il faut absolument qu'on assoie une nouvelle stratégie de défense axée sur le renseignement, sur le renforcement des équipes de renseignement, donner des moyens au renseignement, aux services de renseignement et mettre en place une équipe, sinon des équipes formées et équipées pour une intervention. Oui, Monsieur Douara, je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur ces aspects. À présent, nous allons demander à Zbeti Agado de la société civile de nous faire part de son appréciation par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui en termes de sécurité au Mali. Merci de m'avoir donné la parole. Je joins ma douleur à celle de mes jeunes frères et évidemment, nous nous inclinons tous sur la douleur, les souffrances des Maliens en général et celles des nordistes, des régions du Nord en particulier. Moi, je vais peut-être aller un peu à côté de l'analyse de mes frères en disant tout simplement que nous sommes face à une situation prévisible. Nous sommes en face d'un État qui a démissionné. Et la démission n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une démission rampante, n'est-ce pas? Dès l'instant que l'État s'affaiblit, il n'existe plus, alors l'insécurité va se généraliser. Au-delà de Bamako, c'est pratiquement tout le Mali qui est affecté, et particulièrement les zones du Nord qui, au jour d'aujourd'hui, ont les groupes, les hors-la-loi, n'est-ce pas, du Nord, qui sont aujourd'hui dans une situation d'un territoire qu'on leur a livré, tout simplement. Et la meilleure manière de montrer que nous avons un territoire, c'est tout simplement de s'attaquer impunément aux populations. On veut souvent couvrir tout ça là sous l'angle des terroristes, mais nous on dit au Nord, il n'y a plus de terroristes. En tout cas, tel que défini par la communauté internationale, il n'y a que les groupes armés qui ont le soutien de la communauté internationale, qui agressent les populations, les enlèvent, les brutalisent, et avec les applaudissements même de la communauté internationale, renforcés par les applaudissements forcés, n'est-ce pas, que le Mali est en train d'imposer à nos populations. Pendant qu'on tue, pendant qu'on égorge, pendant qu'on persécute, on fait marcher les gens par rapport à la paix. C'est extraordinaire, c'est pathétique. Et je dis encore une fois, tout cela encourage ces gens-là à faire du n'importe quoi. Pendant qu'on souffre, on doit se plaindre. C'est au contraire, c'est au contraire qu'on assiste. Et ça, encore une fois, je ne suis pas surpris de voir que les groupes armés vont multiplier, n'est-ce pas, les actions de sabotage, les actions de tuerie. Alors, des attaques, des explosions, quand ce genre de situation arrive, ça affecte forcément l'opinion nationale. Et dites-nous à présent, cette recrudescence de l'insécurité, comment est-elle perçue par les Maliens aujourd'hui, Ousmane Korneo? Oui, je crois que c'est la peur. C'est tout le monde qui a peur. Et contrairement à ce que mon aîné vient de dire, la peur n'est pas seulement au nord. La peur est aujourd'hui à Bamako. Et je crois d'ailleurs de mes analyses, la peur est plus dans les centres urbains au sud qu'au nord. Parce que dans les zones aujourd'hui qui sont occupées par le Gacha, il n'y a pas de peur. Ça veut dire que les populations ont pris en leurs mains leur autodéfense et ils n'ont pas peur. Et là où, quand vous dites on s'est remis à l'État,
où on croit que c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité, l'État n'existant pas, ou les forces étant là n'étant pas assez opérationnelles, c'est là qu'il y a la peur. Il n'y a pas plus de forces armées qu'à Bamako. Il n'y a pas plus de forces sécurité qu'à Bamako. Mais je vous dis, aujourd'hui, on n'a plus peur à Bamako aujourd'hui qu'à Gao. Sortez le soir voir. Quand vous voyez le rythme aujourd'hui des véhicules qui circulent comparativement à avant, on sent pour un observateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on voit aujourd'hui l'affluence dans les restaurants, et dans les boîtes de nuit, et je ne les fréquente pas, mais en tant qu'observateur, on sent aujourd'hui qu'il y a un ralentissement de la vie des populations à Bamako et dans les grandes villes. Alors qu'il y a ici des forces armées et des forces de sécurité. C'est pour indiquer que la situation aujourd'hui est arrivée à un tel point, tel que Diora l'a dit, et il faut absolument qu'on adapte notre système de sécurité au système de menaces, aux nouvelles formes de menaces auxquelles nous font face la population. Mamadou Diora, vous, les sociologues, avez-vous aussi constaté que les Maliens ont commencé à prendre peur? Je dirais que la situation, comme il a dit, est différente d'une zone à une autre. Aujourd'hui, la peur a changé de camp, effectivement. Le Nord s'est familiarisé avec la terreur. Les populations se sont adaptées à leur situation. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas peur, mais elles sont plus consternées par la situation, plus révoltées qu'apeurées. Par contre, quand on vient au sud, c'est la peur qui commence à venir. Parce que des situations qui ne se manifestaient que de l'autre côté commencent à arriver ici maintenant. Donc les gens se sont dit que bon, voilà, si la capitale, qui est censée être vraiment la chasse gardée, est aujourd'hui vulnérable, c'est qu'il n'y a plus personne en sécurité. Et c'est une réalité. Par contre, ce que je voudrais quand même ajouter, si vous me le permettez, c'est que dans la suite de ce que mon aîné a dit, que je connais très bien, et que j'estime beaucoup, l'État a une grande part de responsabilité. Mais je voudrais simplement ramener une situation, c'est que l'État est en sentier. Nous avons vécu un moment d'inexistence de l'État. Nous sommes à une phase où on essaye de ramener l'État. Et dans cette tentative de ramener l'État, nous faisons face à d'énormes adversités. Nous avons vu quand l'État a tenté quelque chose lors de la mission du Premier ministre Mara, qu'est-ce que cela a donné? Nous avons vu quand l'État a essayé de poser ces conditions, comment la communauté internationale, entre guillemets, a réagi. Donc, et je le rejoins aussi dans sa position où il dit que les groupes séparatistes soutenus par la communauté internationale posent des problèmes. Je l'ai dit ici sur ce plateau antérieurement, entre les groupes dits terroristes au Mali et les groupes séparatistes, il n'y a pas de différence. Le HCUA, reconnu aujourd'hui comme un groupe séparatiste, n'est ni plus ni moins qu'Ansar-Dine, reconnu comme un groupe terroriste. Est-ce que tout le monde partage cet avis? Mais c'est une réalité. Les chefs du HCUA, Al-Gabas Agantalla et d'autres personnes, étaient effectivement les lieutenants de Yadagali. C'était ses compagnons pendant toute la période de l'occupation au sein de Ansar-Dine et sous les couleurs de Ansar-Dine. Du jour au lendemain, on change de personne. On a juste enlevé Yad et on a amené une autre tête, c'est tout. Maintenant, les accointances entre ce groupe et les groupes comme ACMI et ceux qui ont été créés de toutes pièces comme le Moujao, c'est connu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les séparatistes ne peuvent pas agir officiellement, ils font agir les terroristes. C'est très simple. Il n'y a rien à inventer. Tout est connu. Donc, aujourd'hui, nous devons prendre des mesures, comme je l'ai dit, pour adapter notre système de défense à la nature de la menace. C'est ça qui est le plus important. Les questions politiques, c'est un autre combat. Alors, dans quelques secondes, il sera 18h30, c'est l'heure d'observer notre première courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La recrudescence de l'insécurité au Mali, comment est-ce qu'elle est perçue par les Maliens? C'est la question qui a été adressée à nos invités. Les deux premiers ont répondu. À présent, nous allons adresser la même question à Zbeiti Agadou de la société civile. En fait, les Maliens, ils sont comme nous ici autour de la table. Les Maliens ont eu le temps d'observer pendant 3 ans, sinon avant les 3 années déjà, on était presque dans le chaos total. Avec les 3 années de 2012 à aujourd'hui,
effectivement, les Maliens ont eu le temps d'observer que l'État s'est désagrégé. Contrairement à mon frère qui disait tout de suite que l'État est en train de se reprendre, moi, je ne suis pas de cet avis. Oui, mais il y a la nécessité de se reprendre. Non, mais attendez, on ne peut pas rester comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'on va revenir. Ce n'est pas en utilisant des expressions que tout est négociable, sauf ceci et cela. Alors que les lignes rouges qu'on a fixées, elles ont été largement franchies. Le reste, là, c'est autorisé de le franchir. Autrement dit, rançonner les populations, les piétiner, les barbariser. Vous voyez que l'État ne fait rien par rapport à ça. Je vous cite seulement le cas de Niafenké, tout près de la zone que je connais très bien. Tous les jours que Dieu fait, les gens voient les bandits passer à la lisière des villages. Ils informent les militaires, ils informent la munition, personne ne bouge. Donc, ce n'est pas en ne faisant rien qu'on va faire revenir la puissance de l'État. Quand l'État décide de façon délibérée de croiser les bras et de ne plus rien faire, quand l'État décide, n'est-ce pas, de se dépouiller des pouvoirs qu'il a pour les donner, pour essayer de les jeter sur des présidents de région, etc., je ne vois pas comment l'État va reprendre sa force. Il est clair que l'État est en train de disparaître. Et c'est l'impression que les Maliens ont. Les Maliens, suivez seulement les radios de tous les jours. Vous allez entendre des gens critiquer comment même Sada Samaké est revenu au pouvoir. Je n'aime pas citer les noms, mais les gens sont étonnés. Donc dans des conditions comme ça, quand les hommes qui peuvent, n'est-ce pas, prendre le problème de la sécurité à bras le corps, sont mis à l'écart pour prendre la famille, pour prendre des gens qui ont donné toutes les preuves de leur incapacité, je ne vois pas comment les Maliens peuvent être optimistes. Écoutez, c'est une appréciation de la part de M. Agado qui nous fait l'engager. Ça l'engage personnellement. Maintenant, nous allons passer à une autre question. Dites-nous pourquoi cette recrudescence de l'insécurité en ce moment précis? C'est la question maintenant que nous allons essayer d'analyser. Nous allons demander à M. Corneille Ousmane de répondre le premier. Oui, en fait, il y a une situation qui est en train de se passer actuellement. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la fluidité entre les groupes armés et les terroristes. Qu'est-ce que la fluidité? La fluidité est que nous avons deux groupes qui, initialement, sont des groupes à objectifs différents. Mais à partir d'un certain moment, il y a deux facteurs qui se présentent et qui déclenchent cette fluidité. Le premier facteur, c'est l'origine des composants des deux groupes. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on constate que et les groupes séparatistes et les bandits, les terroristes, à la limite, ils sont du même clan. Ils sont de même tribu. Donc, ça veut dire qu'il y a cette solidarité. Donc, il y a une solidarité d'abord entre les terroristes et ces groupes armés. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle l'opportunisme. L'opportunisme, c'est-à-dire que chacun essaie de voir comment saisir l'opportunité. Quand il s'agit de défendre la cause des séparatistes, et qu'on sente que de ce côté-là, il y a plus à gagner, tout le monde essaie de se diriger de ce côté. Quand on constate que pendant un moment, il faut faire du terrorisme pour pouvoir gagner, subvenir à ses besoins, ou se faire entendre, alors on glisse vers le terrorisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation et ça fait partie d'une des phases du règlement d'un conflit tel que le conflit malien. On arrive à un moment où les séparatistes et tous les acteurs se regardent. Vers quel côté il faut aller? Et c'est pour ça que moi, je sais qu'on va arriver à cette question. Moi, j'ai hâte que la convention... Non, peut-être l'accord soit mis en application. Et je suis sûr et certain, moi en tant qu'observateur, que si jamais l'accord propose à tous les acteurs des avantages, tels que ces avantages deviennent attirants, vous allez voir que le terrorisme va disparaître. Tous les terroristes vont se considérer comme étant des séparatistes. Si jamais on propose, quelque chose de très attrayant lors du DDR, et que les gens voient que devenant séparatistes et désarmés, on gagne plus,
on saisit cette opportunité et on va voir le terrorisme se disparaître et se confondre dans comment ça s'appelle, dans les groupes armés. Et c'est pour ça que je dis qu'on est en cette phase. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Ça fait partie du cours de la gestion d'un conflit, du cours de l'évolution d'un conflit, où les acteurs, à partir d'un certain moment, se disent bon, quel bord il faut choisir. On a à cette épée. Donc, tantôt on est terroriste, tantôt on est bandit, tantôt on est séparatiste. Et on essaie de voir qu'est-ce que l'issue de la négociation va donner. Si ça donne une faveur assez importante à un bord, ben écoutez, c'est tout le monde qui va aller à ce bord-là. Mamadou Douara, le sociologue, dites-nous, le fait que c'est en ce moment précis qu'on assiste à la recrudescence de l'insécurité au Mali, est-ce fortuit, est-ce un hasard? Bon, vous savez, dans le cycle de progression d'une crise, rien n'est lié au hasard. Une crise, c'est l'évolution de la dégradation des relations. Ok? Donc, c'est de cause à effet. Maintenant, je rejoins Ousmane Cornéo sur certains points. Mais je voudrais ajouter un élément très important, c'est qu'il a parlé de deux facteurs qui viennent et qui créent la fluidité. Mais moi, je vais à l'origine. En faisant une analyse vraiment de la situation, nous savons que les groupes terroristes n'avaient absolument rien. En fait, les groupes dits islamistes n'avaient absolument rien d'islamiste. En Sardine, qui est le premier groupe islamiste déclaré, nous savons qu'il a été fondé par Iyad Agali et qu'Iyad Agali, il était d'abord venu négocier la tête du MNLA. C'est après qu'on ait refusé de lui accorder le leadership du MNLA qu'il a décidé lui aussi de créer son groupe. Et souvenez-vous, quand il l'avait créé, il a dit que le Mali est un et indivisible et qu'il ne veut que l'application de la charia. Ce dont il n'est plus question aujourd'hui. Très bien. Mais Iyad Ali a constitué son groupe avec qui? Il l'a constitué essentiellement avec les Iforas de Kidal. Le MNLA est composé de qui? C'est composé des Idnan, des Chamanamas et des Dossak. Et de l'autre côté, Gatia est composé par les Imran. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le facteur ethnique que M. Cornéo a soulevé intervient aujourd'hui parce qu'on est dans une phase où tout le monde est en train d'aller vers un dénouement et dans ce dénouement, chacun veut être du côté des gagnants. Je suis totalement d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi le repli identitaire pour la protection de la communauté qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes qui étaient hier avec le MNLA dans les dégâts ont été récupérées par les Gatia parce qu'ils sont des Imran. On peut les concéder d'avoir un moment de faiblesse et d'avoir fait des erreurs. Voilà. De la même manière, de l'autre côté aussi, les tamasheks, en fait, certaines personnes ils appellent les jeunes de leur communauté dans le but de les protéger. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, là où nous sommes, les groupes séparatistes sont en train de peser sur quoi? Sur l'insécurité pour faire valoir leurs revendications. N'oubliez pas qu'ils ont défié l'État et la communauté internationale en refusant de signer. Qu'est-ce qui amène la communauté internationale à estimer qu'il faille absolument avoir leur accord? Il faut créer un climat d'insécurité totalement immaîtrisable pour qu'on se dise que bon, il faut ces gens-là pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. Mais en réalité, derrière, c'est le même groupe qui est en train de faire le bordel partout. Maintenant, l'État dans toute cette histoire, et je reviens encore à la charge, je suis d'accord que la façon dont l'État est en train de reprendre le contrôle, moi personnellement je ne suis pas d'accord avec, mais c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Toutefois, il y a quand même des tentatives de restauration de l'État. Et ces tentatives ne réussiront pas tant qu'elles ne trouvent pas face à eux vraiment un soutien de la population. Quitte à ce que des propositions ou des contre-propositions amènent à améliorer ces tentatives-là. Mais quand même, c'est des tentatives, il faut les saluer, il faut les encourager. Peut-être en les améliorant, on aura la solution que l'on souhaite. Alors, SBT Agado, en quelques mots, est-ce que vous qui êtes de la société civile, vous êtes surpris de constater que l'insécurité est en train de gagner du terrain en ce moment précis au Mali? Il faut situer chaque chose dans son contexte. Nous venons de parapher un accord, chose d'abord anormale. Nous n'avons jamais vu dans une négociation comme celle-là l'État s'engager, parapher, signer avant des groupes, n'est-ce pas, d'hors-la-loi. Moi, je n'aime pas les appeler autrement que des hors-la-loi. On tente d'abord de ramener les hors-la-loi dans la République
c'est l'État le dernier rempart c'est l'État qui devait signer le dernier. Je suis d'accord. Malheureusement, nous sommes toujours tombés dans nos travers. La communauté internationale nous a pressés et comme on est trop naïf, on veut toujours montrer qu'on a fait des exploits pendant qu'on a fait des défaites. On a signé et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Maintenant, les groupes de bandits sont ils jouent le rôle. L'État ne peut plus sortir. L'État s'est engagé et la preuve, il est en train de pousser les populations à applaudir. Alors, donc, c'est pour venir à votre question. C'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'il pose comme acte va dans le sens de dire nous avons déjà obtenu ce que, en tout cas, le Mali a accepté. Ça, c'est obtenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour ajouter? Il faut faire la terreur. Je vous rejoins. Il faut jouer la terreur, il faut faire les enjeux. En tout cas, la communauté internationale est loin de nous sanctionner. Elle nous a fait entendre, moi j'ai suivi le discours d'un de nos parents là, de la CEDEAO, là, comment on appelle là, un méga là. Oui. Je l'ai suivi un moment pour nous dire que nous donnons des délais à ces bandits-là. S'ils ne signent pas, la communauté va les sanctionner. Malheureusement, le lendemain, on a vu la communauté se transporter chez eux, les supplier, les caresser et leur donner des garanties, des promesses. Et ils sont dans ce rôle-là. Et revenir les mains vides, aujourd'hui, il faut l'ajouter. Ils sont dans cette logique d'obtenir plus que ce que le Mali est en train de fêter, n'est-ce pas? Et ça, c'est de bonnes guerres. Ça montre tout simplement que, quelque part, on a beau les haïr, on a beau les mépriser, ils sont plus responsables que, entre guillemets, bon, je n'irai pas plus je n'irai pas plus jusque-là, mais je voudrais juste profiter pour dire une petite citation que mon premier patron m'a dit une fois. Il m'a dit si jamais tu te vends à 1 franc, personne ne t'achètera à 2 francs. Alors, et si le Mali se vend à ce prix, je serais étonné qu'on veuille l'acheter plus cher. On constate que vous reprochez beaucoup à l'accord, le pré-accord qui a été donc paraphé par le Mali, mais dites-nous, est-ce que la communauté internationale a le choix? Ne vaut-il pas ici un accord, si imparfait qu'il soit, pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle se trouve le pays, Ousmane Cornéo? Oui, bon, peut-être que ça va étonner les autres. Moi, je suis de ceux qui supportent cet accord-là. Moi, je suis partisan de la non-violence et de dire mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et je crois que par le dialogue, on peut tout arranger. Si déjà on a un document de base, par les discussions intermaliennes, je suis sûr que petit à petit, on peut s'entendre, on peut arrondir les angles et on peut progresser. Parce que quand un conflit atteint le niveau que le Mali a connu, il n'est pas facile que du coup qu'on trouve un accord dans lequel tout le monde est satisfait. On va trouver un accord de compromis. Un accord de compromis, ça veut dire que personne n'est satisfait. Mais pourtant, on accepte. C'est ça le compromis. Et à partir de cet instant-là, on essaie ensemble, si tout le monde est engagé à aller vers la paix, c'est de pouvoir négocier, d'arrondir les angles, comme je l'ai dit, et avancer ensemble pour que dans une période plus ou moins longue, qu'on arrive à s'accepter, qu'on arrive à accepter ses propres erreurs, qu'on accepte à reconnaître ses faiblesses et qu'on arrive à faire en sorte que les gens se comprennent et vivent ensemble. Moi, cet accord-là, même si on le signe aujourd'hui, la paix, on ne va pas l'avoir avant 5-10 ans. En 2 mots, oui, monsieur. Voilà, je vais juste dire que l'idée même qu'il faille avoir un accord à tout prix est le démarrage même de l'instabilité à venir. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'on a fait des accords arrangés qui ont préparé cette situation-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, qu'est-ce que je reproche à cet accord? Je reproche à cet accord d'avoir consenti à ces groupes des choses qu'ils ne pouvaient même pas espérer avoir et qui sont extrêmement dangereux pour l'équilibre du Mali de demain. Quand on cède à ces gens, c'est-à-dire que imaginez la légitimité qu'on a donnée au terme Azawad par rapport au nord du Mali. Imaginez par exemple le transfert de l'exécutif entre les mains de quelqu'un qui est élu localement. Et on a dit, je répète le mot qui est écrit dans la phrase qui est écrite dans l'accord, on dit les populations des régions du Mali, en particulier celles du nord.
pourront gérer leurs affaires elles-mêmes. Alors, C'est la extrêmement suite grave. de Donc ça, ce ce sont débat. des choses vraiment qui sont malheureuses. Je pense que cet accord, vraiment, Ok. il serait mieux de le relire et peut-être... C'est même bien que les autres n'aient pas signé. La Il suite de faudrait ce qu'on ait débat un autre dans un accord. instant, M. Douara, et on va observer une courte pause. Une réaction, Un avis? Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous allons donc poursuivre notre débat. Je vous rappelle que le sujet, c'est l'insécurité. L'insécurité qui est donc en train de gagner du terrain au Mali. Explosion par-ci, attaque par-là, affrontement signalé ça et là. Dites-nous, vous avez déjà effleuré la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose d'autre? Peut-on savoir, avoir une idée de ce qui serait derrière vraiment ces agissements au moment où il est question quand même de paix, il est question d'accord, de préaccord? Agadou. Avant de répondre directement, je vais juste dire un mot par rapport à mon frère qui parle de bon accord. Nous sommes tous des chercheurs de la paix. La paix n'a pas de prix. Mais encore une fois, un mauvais accord vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Contrairement à vous, moi je préfère nous s'accorder sur quelque chose de précis, de sûr, plutôt que du bricolage. N'est-ce pas? Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent même qu'il y a accord. Parce que je suis étonné de voir des intellectuels, des gens qui savent analyser les choses, mais parler d'accord. Quand une partie, la partie la plus, je dirais, qui nous a mis dans ce carcan-là, n'est pas signataire de cet accord-là. Il y a accord entre nous et qui? Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il n'y a même pas de problème. En réalité, cela atteste qu'il n'y a même pas de problème entre nous et ces gens-là. Il y a un problème entre nous et la communauté internationale qui nous a poussés dans ce truc-là et qui a signé à côté du Mali. Donc, les choses aujourd'hui sont très claires qu'il n'y a pas de problème entre nous et les groupes du MNLA que le Gatien est en train de tenir avec respect. Donc c'est la communauté internationale qui est venue, elle a amené son petit du MNLA et elle est en train de nous imposer un accord. Heureusement que ce petit groupe-là est en train de tirer la langue à tout le monde. Pour revenir à votre question, je ne sais, est-ce que je ne l'ai pas oublié déjà? Ce qui serait derrière ces actes. Derrière ces actes, il y a encore une fois la sensation d'avoir gagné. Et quand on gagne, on célèbre. Hier, vous avez vu tous, ou vous avez entendu que le drapeau du Mali a été piétiné, n'est-ce pas, devant la communauté internationale, devant le Mali, devant le monde entier, et rien, comme si de rien. Et sur le territoire malien? Sur le territoire du Mali. Donc, c'est normal de brutaliser les gens. On a gagné. Le Mali a reconnu l'Azawad. La communauté internationale a reconnu l'Azawad. C'est le 3e anniversaire. Il faut faire quelque chose. Et c'est ce qui est en train de s'exprimer sous toutes les formes, sous forme de tuerie, sous forme de bastonnade, sous forme de fête, etc., etc. Et quand on nous dit qu'on est dans un accord, c'est mieux comme ça. Je dis quelque part, peut-être que ça ne se passe pas au Mandé. C'est pourquoi c'est mieux. Sinon, si ça se passait au Mandé, je ne suis pas sûr que les gens allaient croiser les bras et ne rien faire. Alors, on vient de l'apprendre au Niger, par exemple. On apprend que les derniers rebelles, Touaregs, ont remis leurs armes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une situation pareille au Mali? Pourquoi pas au Mali? Vous savez, le Niger et le Mali, c'est vraiment pas du tout la même approche. Déjà en 2008, quand j'étais président de l'UJPNA, nous avions fait un rapport qu'on a envoyé aux 2 chefs d'État, après une analyse de la situation sécuritaire au Niger et au Mali. Le Niger, depuis longtemps, a pris une autre approche. Et sociologiquement, la réalité du Niger est différente. Vous voyez, par exemple, ici au Mali, c'est tellement facile même d'identifier, ne serait-ce que par le nom, les communautés. Oh, mais expliquez-nous concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux situations? C'est ce que je dis. Je dis, d'abord, au Niger, l'État a eu une approche responsable. L'État nigérien est resté fort du début de la rébellion en 90 au Niger jusqu'à nos jours, parce que la rébellion en 90 a commencé, la rébellion au Niger a commencé en 90, contrairement au Mali qui a connu depuis 63. Et c'est en 90 que le Niger a connu. Donc de 90 à nos jours, l'État a toujours adopté une position de force. Et souvenez-vous, en 2008, ATT avait choisi de dialoguer avec les groupes du 23 mai.
les groupes rebelles qui étaient là, les Bahanga et autres, le Niger a décidé de mater la rébellion. Et le Niger a maté la rébellion, les rebelles ont respecté l'État nigérien, ils sont rentrés dans un processus de réconciliation où ils savaient à qui ils avaient affaire et ils étaient obligés de se tenir à carreau. Nous, on a bercé les petits, on a gâté l'enfant, l'enfant est irrécupérable. Bercer les petits, gâter l'enfant, tout cela peut être compris, mais expliquez-nous quand même, on ne peut pas rester dans cette situation, il faut que le pays sorte de cela. Justement, si le pays doit sortir de cela, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous avons les mains liées parce que nous nous sommes embourbés dans un processus tenu par la communauté internationale. Et dans ce processus tenu par la communauté internationale, le Mali s'est déjà engagé en signant des préaccords, en signant des feuilles de route et en paraphant un accord. Ouais, j'arrive, je vais venir à la question. Donc aujourd'hui, on a les mains liées. Mais par contre, si nous voulons vraiment sortir de la situation, il faudrait que le Mali reprenne la force militaire. On trouve la paix en imposant la force. Il faut que le Mali reprenne la force militaire, qu'on réarme notre armée, qu'on redéploie les fils de la nation sur le terrain et qu'on arrive à reconquérir notre territoire par la force. Après ça, on va s'asseoir et discuter avec les fils du Mali. Le Mali qui a besoin donc de se réarmer, de donner plus de force à son armée, le Mali qui a également besoin quand même de la communauté internationale. Le Mali, vous avez le besoin de la communauté internationale, c'est à nous de définir jusqu'où nous avons besoin. Si nous ne nous faisons pas respecter, personne ne nous respectera. Si nous nous montrons incapables de contrôler notre territoire, personne ne nous croira capable de le faire. Si nous ne prenons pas les responsabilités pour aller nous battre et montrer que ce territoire est le nôtre et que c'est à nous de le défendre, les autres vont toujours nous prendre pour des enfants incapables et qu'il faut protéger. Et en le protégeant, on le considérera comme irresponsable et on l'imposera ce qu'on veut. C'est ce que l'on vit. Dire que tout se passe de façon idéale, même en termes de ce que la communauté internationale doit faire, c'est difficile. Mais dites-nous, M. Cornéo, vous qui êtes donc spécialiste en sécurité du Sahel, est-ce qu'on peut minimiser le rôle quand même que joue la communauté internationale au Mali depuis l'éclatement de la crise? Non, c'est pour ça que je reviens sur les propos de mes prédécesseurs, parce que je connais très bien les deux pays, le Mali et le Niger. La partie nord du Niger, c'est une partie dans laquelle les ressources minières ont été déjà découvertes. Et cette zone est protégée par la France. Elle est protégée par les forces et la communauté internationale. Alors que chez nous encore, on n'a rien découvert. Je vous assure que si nous avions déjà découvert de l'or, on avait découvert du pétrole dans notre nord et qu'on ait des alliances avec la communauté internationale, cette sécurité de cette zone serait entièrement assurée. Ce n'est pas la force armée. Et le Nigeria est considéré comme la plus grande force armée d'Afrique, sinon en dehors de notre région, sinon d'Afrique. Elle n'arrive pas à résister contre le petit Boko Haram. Ça veut dire que ce n'est pas de l'armée. Moi, je ne suis pas, et je l'ai toujours écrit, je ne suis pas d'accord que par la force armée, qu'on puisse venir à bout d'une rébellion ou bien d'un conflit. Moi, je crois que c'est par la négociation, c'est par la prise en charge des préoccupations et des revendications identitaires parfois de chacune des communautés et de chacune des régions et qu'on peut arriver à bout. Et ce n'est pas par la force. Permettez-moi juste une petite parenthèse. Alors, juste un deux mots, M. Douara. Je vais juste simplement vous dire que pour avoir la paix, qu'on appelle ça en Iran, la communauté internationale a imposé la guerre. Pour avoir la paix en Irak, la communauté internationale a imposé la guerre. Et quand l'Amérique a voulu imposer la paix en Corée, ils ont imposé la guerre. Et d'ailleurs, cela a coûté à Boutros Ghali sa place de secrétaire général des Nations Unies. D'ailleurs, à l'occasion, on lui a dit qu'il était secrétaire et non général. Je vous dis, la paix ne se trouve pas dans la complaisance et dans la faiblesse. Un État, c'est l'incarnation de la force. Il faut que l'État devienne crédible pour qu'il puisse imposer la paix. Si nous ne sommes pas crédibles, qui va discuter avec nous? Qui va concéder quoi que ce soit? Moi, je voudrais quand même qu'on aborde... Par contre, je vais juste dire que je ne minimise pas l'apport de la communauté internationale sur d'autres aspects. Sur d'autres aspects, l'aspect humanitaire, entre autres, je ne minimise pas les rapports. Mais dans le cadre de la recherche de la paix et de l'équilibre au Mali, ils ne sont pas la solution. Excusez-moi, je voudrais d'abord, puisqu'il nous reste peu de temps, je voudrais quand même qu'on aborde un autre aspect de ce débat. Je sais que quand on parle quand même des actes terroristes, certains évoquent des cellules dormantes, même à Bamako, des cellules qui, dit-on, pourraient peut-être être réactivées à tout moment. Est-ce que vous pensez que cette façon de voir les choses est une exagération? Nous allons poser la question à M. Agadou. Est-ce que j'ai bien compris votre question?
Je dis que lorsqu'on évoque, on parle des actes terroristes, des actes du genre, des explosions, etc. Bon, certains ont peur en évoquant ce qu'on appelle des cellules dormantes, même à Bamako. On dit que c'est des cellules qui pourraient être à tout moment activées. Est-ce que cela est une exagération, penser comme cela? Il n'y a aucune exagération. En termes d'insécurité, les grandes villes dans tous les pays du monde sont le terreau, n'est-ce pas, des actes les plus ignobles. C'est prévisible. Sauf que chez nous, il faut s'attendre au pire. Il n'y a rien à exagérer. Quand tout est déliquescent, quand les gens, pour 1 000 francs, pour un 500 francs sont prêts, n'est-ce pas, à fermer les yeux sur du n'importe quoi, il faut s'attendre à tout. Nous avons assisté impuissamment à des lobbies, à des gens qui trafiquaient dans ce Bamako-là. Tout le monde les voyait et la main dans la main avec les plus hautes autorités. Donc, rien ne peut nous surprendre aujourd'hui en termes d'insécurité. Rien ne peut nous surprendre quand on privilégie l'argent, quand on privilégie je ne sais pas moi, le bien-être immédiat à la sécurité d'un pays. Pour revenir, nous, pendant qu'on était en train d'être bastonnés, être étouffés dans le nord là-bas, les gens s'étaient préoccupés par s'acheter des avions, voyager par-ci par-là. Alors là, je dis encore une fois qu'on ne peut pas, on est étonné par rien. Alors, le Malien est capable aujourd'hui de vendre, et moi je suis de ceux qui mettent la main au Coran pour dire que le Nord a été pas seulement lâché, il a été monnayé, il a été vendu. Ousmane Korneo. Oui, ce que je veux dire, je crois que mes prédécesseurs ont trop exagéré. Et c'est vrai que toute ville était un terreau d'insécurité. Et surtout le cas du Mali, et je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise politique sécuritaire. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements, tels par exemple le coup d'État, tel l'affrontement béret rouge, béret vert. Et même en 1991, les événements qui ont versé à Bamako, peut-être les 2 tiers, sont les 3 quarts des armes et munitions et explosifs, surtout dans nos casernes, aux mains et dans les familles à Bamako. Qui fait qu'aujourd'hui, si on a besoin de faire un attentat ou bien une activité terroriste à Bamako, on n'a pas besoin de chercher des armes ailleurs. Il faut chercher simplement des volontés à Bamako. Et moi, c'est de ça que je crains. Il faut qu'on arrive à mettre en place un système de collecte d'armes, de désarmement de nos localités, à commencer par Bamako. Sinon, toute politique sécuritaire qu'on mettrait en place serait vaine. Voilà, nous allons donc donner la parole à Douara Mamadou, qui est donc sociologue, mais juste pour 1 minute. Ok, voilà. Ce que je vais dire seulement, c'est qu'en parlant de cellules dormantes, effectivement, il y a des cellules dormantes au Mali, particulièrement à Bamako. Parce que nous avons un phénomène qui est le même que la France a connu. Si vous vous rappelez, Nicolas Sarkozy avait, quand il était ministre de l'Intérieur, écrit un livre où il parlait de l'islam en France et l'islam de France. Aujourd'hui, nous avons laissé nos mosquées financées par des pays qui ont un islam radicaliste, qui envoient leur idéologie, et cette idéologie-là a pris vent. Donc beaucoup de jeunes se sont laissés enrôler par ce radicalisme. Et ces jeunes-là sont des proies faciles à l'enrôlement dans les organisations terroristes. Ils peuvent facilement être récupérés et devenir facilement des unités terroristes ici même à Bamako. Donc il y a des mesures que l'État doit prendre dans ce sens. Heureusement, on a un ministère du culte qui devra travailler à renforcer la laïcité. Voilà, M. Douara, je crois que nous aurons l'occasion prochainement de continuer ce débat. Nous sommes au terme du grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que nous avions 3 invités dans ce studio. Il s'agit d'Esbete Agado, il est de la société civile, Ousmane Korneo, qui est spécialiste en sécurité du Sahel, et Mamadou Douara, qui est sociologue, président. Il n'est pas président, mais il est quand même responsable. Il est secrétaire général de Sauvons les Mali. Alors, mise en onde, il faut le rappeler, c'était Nouhoun Djiré, régie vidéo Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Djadje Touré. On se retrouve donc demain pour un autre sujet. Au revoir. Le grand dialogue. Sikika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibero. Halud Mauni. Sheniberi. Sikika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.